Bonjour à toutes et à tous, dernière édition de Quelle Comédie, l'émission hebdomadaire d'actualité sur la comédie française. Mes camarades Zélie d'Allemagne, Andrea Villechange, bonjour à vous deux, sont accompagnés aujourd'hui de Rosalie Barre. Bonjour à vous, Rosalie. Donc, elle est à ma gauche. Elles répondront à vos commentaires et à vos questions sur les réseaux sociaux, sur le site de la Comédie Française. Aujourd'hui, nous recevons 3 membres de l'Académie de la Comédie Française pour évoquer le spectacle de sortie, de promotion, c'est comme ça qu'il s'appelle, 2023-2024, de l'Académie de la Comédie Française. Bonjour. Je ne cesse de dire bonsoir Mathilde Weber. Bonjour. Bonjour Marianne Segal. Bonjour. Et bonjour Alexis Debieuvre. Bonjour. Vous avez bonne mine, Alexis. Merci. Je vous en beaucoup. félicite. Alors, vous êtes respectivement Mathilde, metteuse en scène, comédienne et comédien. Petit rappel, peut-être quelques mots sur l'Académie de la Comédie Française, sans revenir sur ses statuts et sa logistique. C'est une entité qui existe depuis 2009. Voilà, chaque saison, de jeunes diplômés dont vous êtes, de grandes écoles supérieures d'art, viennent passer une saison à la Comédie Française. Vous êtes cette année 11, comédienne, comédien, metteuse en scène, scénographe, costumier et conceptrice son. Voilà. Comment ça fonctionne? Je sais pas, est-ce qu'on peut juste se dire comment, parce que vous êtes quasiment au terme de cette saison passée ici. Je ne veux pas provoquer en vous de la mélancolie, Marianne. Mais bon, le fait est que, voilà, c'est votre 10e mois. Vous passerez 11 mois ici. C'est pour certaines et certains un peu plus, parce que certains d'entre vous partent en tournée. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Voilà, comment ça fonctionne, en fait? Qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire? Les postes sont plutôt répartis en deux, je dirais, grandes catégories, c'est-à-dire les créateurs et les créatrices, donc scénographie, son, costume et mise en scène. Donc nous, on fait des assistanats dans nos arts respectifs. Moi, par exemple, j'ai assisté Lorraine de Sagazan et Sylvia Costa cette année notamment. Et puis sur après, le silence, donc au Vieux-Cours. Exactement, et sur Macbeth en Richelieu. Et puis après, on a quelques petites missions comme... Pour ma part, le bureau des lecteurs, enfin voilà, il y a plusieurs petites choses comme ça. Et puis pour les acteurs et les actrices, je vous laisse raconter peut-être. Oui, on a un peu rejoint la vie de la troupe pendant 1 an. Donc on a participé à plusieurs spectacles. Alexis, c'est la chance de pouvoir travailler avec différents metteurs en scène sur la saison. Pour les garçons, nous on a été sur la création de Cyrano, d'Emmanuel Domas. On travaille sur les démons en ce moment, en salle Richelieu, mais c'est vraiment la chance de pouvoir faire toutes les répétitions et de faire toutes les dates avec les actrices et les acteurs de la maison. Vous partez en tournée l'année prochaine? Ouais, je pars avec les favoris de Scapin. Donc vous allez en Chine? Ouais, c'est de la folie, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, c'est la tournée, c'est la vie de troupe poussée dans son absolu. C'est ça. Et c'est ça ce qui est génial avec l'Académie, c'est que vraiment on apprend à connaître tout le monde. Il y a vraiment cet esprit de famille. Bon, ça fait cliché, mais c'est vrai qu'on peut vraiment un peu en faire partie. Et là, pour partir en tournée, c'est super. J'ai un peu l'impression de faire une colo de vacances, alors que je sais que c'est pas ça. Vous allez travailler, Marianne. Oui. Mais, et le jet lag est terrible avec l'Asie, hein, donc mal dormir. Voilà. Mais ouais, il y a une super ambiance, et puis ça a été super. Et même, on a fait des théâtres à la table aussi. Donc on a pu vraiment s'exercer sur scène, mais aussi dans différents médiums. Théâtre à la table, c'est le mode de la programmation numérique. La partie française. Exact. Voilà, qui accompagne le bac. Vous ne me parlez pas du tout de vos mémoires. Vous avez des mémoires à faire. Oui, c'est un dossier en fait, parce que l'idée aussi de l'Académie, c'est de nous apprendre une chose qu'on n'a pas du tout en école nationale ou supérieure. C'est qu'en fait, on ne maîtrise pas des questions de prod, de politique culturelle, etc. Et donc, on a des cours pour apprendre ça. Et au fur et à mesure de ces cours... C'est-à-dire les questions d'argent? Voilà, par exemple. Et des questions aussi plus globalement du paysage théâtral français, de comment il s'organise, voilà. Et en fait, on réalise chacun et chacune un projet, fictif ou non, qui est un dossier artistique sur une envie de création qu'on aurait par la suite. Donc, une espèce d'exercice formel
Oui, c'est ça. Projets que vous pourriez proposer. Oui, c'est ça, exactement. Après, on essaie de dépasser la question de l'exercice pour que ça devienne vraiment une chose qui soit une vraie ambition, quoi. On se dise, tiens, ce dossier-là, je pourrais le pousser plus loin. Moi, par exemple, j'ai pris le cas du premier spectacle que je veux monter avec ma compagnie. Donc voilà, après, c'est intéressant parce qu'on a vraiment une année pour le tirer, parce qu'en fait, on a des discussions aussi avec des gens ici dans la structure, en fait, qui nous accompagnent sur cette création-là. Voilà. Alors, là, vous montez donc un spectacle, Mathilde, avec vos camarades ici présents, qui est ce spectacle qui sera présenté au Vieux-Colombier sur 2 dates. Est-ce que vous voulez nous en parler ? Comment est-ce que c'est un texte... c'est un montage de choses que vous avez écrites, d'adaptations. Oui. Tout est... Voilà, vous n'avez pas décidé de monter les fourberies de Scapin. Non, ça c'est sûr. Alors, non, moi, alors c'était très intéressant pour moi de venir dans cette maison parce que je ne suis pas du tout du côté du répertoire, dans le sens où moi, ce qui m'intéresse, c'est des formes beaucoup plus contemporaines, souvent beaucoup plus plastiques. Et dans le cadre de ma compagnie aussi, d'inviter des gens qui ne sont pas forcément acteurs au plateau. Donc ça peut être des plasticiens, ça peut être des danseurs, ça peut être... voilà. Et mon petit postulat, c'est de se dire que le texte, en tout cas l'émotion première du texte, peut rencontrer en fait d'autres espaces que juste celui du théâtre, quoi. Voilà, pour la faire courte. Donc ça, c'est un peu des choses qui m'habitent sur mon travail. Et en fait, quand je suis venue ici, je me suis dit comment est-ce que on pourrait traverser 3 formes théâtrales qui seraient donc 3 petites parties autour d'un même sujet. Moi, c'était une envie de tester, voilà, qu'est-ce que ce serait tout d'un coup de faire comme une histoire du théâtre autour d'un sujet. Et donc pendant et une histoire des formes aussi. Et en fait, pendant l'été, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Et puis, je suis tombée sur une tribune qui a été écrite par des jeunes psychiatres qui venaient de finir leurs études, qui rentrent donc dans le monde professionnel et puis qui alertaient sur le fait que l'état de la psychiatrie française est catastrophique, dans le sens de l'encadrement, de souvent une surmédication des patients, d'une non-possibilité de communication avec le reste de la société aussi. Et... du coup, cette tribune m'a beaucoup intéressée, puis j'ai pensé en fait à 2, moi je les appelle des matériaux, qui sont l'écriture d'Emma Santos, qui est une écrivaine des années 60, française, et qui est une espèce de pré-Sarah Kane, comme ça, qui a écrit à la fois des livres et à la fois pour le théâtre, sous une commande de Claude Régis notamment. Et puis, c'était une écriture qui m'avait beaucoup intéressée il y a 3 ans. Et en fait, elle écrit de manière très biographique son expérience en hôpital psychiatrique. Comment est-ce que sa maladie influe sur son rapport aux hommes, à la société, à son art, à son incapacité de travailler, etc. Et c'est une écriture très, très brute, comme ça, très factuelle, quoi. Et puis, j'ai repensé à ça. Et puis, j'ai pensé à ma grande-tante, qui est schizophrène depuis qu'elle a 24 ans. Et qui maintenant a 80 ans, et qui depuis 20 ans vit une vie qu'on pourrait appeler entre guillemets normale, c'est-à-dire qu'elle est équilibrée, elle peut vivre chez elle, etc. Et qui est une femme assez merveilleuse. Et je me suis dit, tiens, là on a déjà 2 matériaux, et puis est venue l'envie de se greffer comme ça une 3e chose qui serait plutôt de l'ordre du répertoire pour le coup, et qui serait Hamlet de Shakespeare, parce que Hamlet c'est le premier grand personnage de théâtre qu'on dit fou, donc mélancolique. Et voilà, et donc je suis partie avec ces 3 matériaux comme ça en me disant comment on va les agencer et comment on va créer une espèce comme ça d'histoire des formes, comme un atlas Warburg un peu, dans lequel on pourrait se dire tiens, là on va prendre 3 éléments qui vont nous raconter 3 visions de la folie. Voilà. Et donc on a en première partie Emma Santos qui est donc alors je rappelle votre projet qui est donc à la fois sur le fond et quand même c'est un projet assez formel. Oui. Il a évolué beaucoup, je crois, parce que j'ai reçu la dernière version du projet tel qu'il va être joué les 16 et 17 juillet en fin de semaine dernière. Donc ça veut dire que c'est un travail que vous avez accompli sur un temps assez long en réalité, puisque vous parlez de l'été dernier. Oui, tout à fait. Comment ça s'est organisé avec eux ? Eh bien, d'abord... Parce que vous répétiez quand même
vous étiez déjà, la semaine dernière, lorsque j'ai reçu le document, vous étiez déjà en répétition. Alors, on est en répétition depuis 3 semaines. Donc, ça s'organise. Ça s'est organisé de manière assez classique, de manière assez, entre guillemets, institutionnelle, dans le sens où c'est d'abord, je leur ai proposé ce projet-là. Ils et elles ont tous accepté de se lancer dans cette aventure-là. Et puis en fait, ici, il se trouve qu'on n'a pas de session, on répète avec les acteurs, on a 6 semaines en fait avant les représentations, mais on n'a pas de phase de recherche, etc. avec les acteurs. Donc l'idée, c'était que d'abord, en fait, j'ai d'abord travaillé avec les créateurs, autour de l'espace scénographique, autour des costumes, autour de, du son, pour pouvoir avoir une création aussi en atelier, etc., de la scéno. Et puis... ça veut dire que vous avez utilisé tous les métiers de l'Académie française. Tout à fait. Ouais. Alors ça, c'est assez génial parce que du coup, c'est un terrain de jeu formidable pour ça. Donc effectivement, on a fait un rendu maquette, et puis ensuite, la maquette est partie aux ateliers. Là, le décor est en cours de finalisation de construction, etc. Et donc, en fait, les acteurs et les actrices sont rentrés dans le projet en fait relativement tard, dans le sens où on a commencé il y a 3 semaines. Et effectivement, alors, je dirais que les 3 matériaux, ils n'ont pas bougé, dans le sens où ils sont toujours les mêmes depuis le départ. En revanche, Hamlet, c'est une adaptation, donc forcément qu'éprouvé au plateau, à un moment donné, on rencontre des choses qui ne nous conviennent pas tout à fait par rapport à ce qu'on veut raconter. Donc en fait, j'ai remasterisé cette adaptation et puis j'ai aussi basculé, effectivement. Normalement, Hamlet devait être en première partie. On avait Hamlet et Emma Santos, c'est le film documentaire sur ma grande-tante. Et en fait, je l'ai basculé parce que je trouvais plus intéressant qu'on rentre d'abord dans cette écriture très très factuelle comme ça. Donc on rentre avec Emma Santos. Rentre avec Emma Santos et qu'ensuite on fasse un espèce de flashback comme ça, où on revient en fait un peu aux origines d'un texte théâtral traitant de la mélancolie. Et parce que cette partie en fait d'Hamlet est très inspirée de l'histoire de la folie à l'âge classique, où Michel Foucault dit qu'en gros les personnes qui ne répondaient pas à l'ordre social, on les ostracisait dans ce qu'on appelait les anciens asiles, et que ça pouvait être aussi bien des personnes atteintes de démence que des personnes mélancoliques, que des homosexuels, que des personnes, des femmes qui ne voulaient pas se marier, etc. Donc en fait on a pris ce postulat-là de se dire ok, Hamlet, on raconte cette histoire-là comme si les personnages de pouvoir autour d'Hamlet et Ophélie les avaient mises dans un hôpital psychiatrique en fait. Voilà. Alors Marianne, vous dans cet écosystème, vous évoluez comment, quels sont vos rôles puisque vous passez d'un univers à l'autre? Oui, donc moi je reste Emma Santos pendant toute la pièce. D'accord, donc vous ne passez pas d'un univers à l'autre. Un petit peu, il y a des moments de transition en fait où je passe. C'est des spoilers ou pas? Non. Okay. Ah, on peut pas. Non, mais spoiler. Mais où c'est je vois Hamlet, il y a un moment où les deux, oui voilà, le 16 juillet. Exactement. Mais il y a un moment où les mondes ils se, la frontière elle est un peu. Elle s'imbrique. Elle s'imbrique quoi, ouais voilà. Et donc, et par exemple, à la fin, avec Ophélie, il y a un assez beau... il y a un effet un peu miroir parce qu'elle récite un texte c'est d'Artaud. Et elle, quand elle explique, elle raconte ce texte, elle parle au micro à pied. Au micro, et ça rejoint un peu la performance et le monde d'Emma S. Et ça montre un peu la place des femmes dans la folie et comment on peut s'exprimer. Emma S, c'était surtout l'écriture qui l'a aidé un peu à s'en sortir, à s'émanciper. Et là, Ophélie, dans Hamlet, on lui a un peu donné la parole. On lui a un peu rendu ça. Donc, voilà. Alexis? Oui. Bonjour. Vous avez bonne mine, Alexis. C'est gentil. Décidément. Comment vous... où est-ce qu'est votre place et comment... Comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait? Non, mais c'est hyper impressionnant de traverser. Je rappelle qu'en parallèle, évidemment, comme tout acteur de la troupe, vous êtes en train de monter ce spectacle avec assez peu de répétitions, assez peu de temps de travail, et vous travaillez à côté. Et on joue, on joue en ce moment. Vous jouez dans les démons? Je joue dans les démons en ce moment, mais on a un peu moins de dates là, ça s'est un petit peu calmé par rapport à décembre ou janvier. C'est hyper impressionnant parce que c'est une pièce qu'on connaît tous et toutes, et c'est trop intéressant de retravailler ça avec Mathilde parce qu'on a
il y a une autre vision, je trouve, de la pièce que moi, j'avais pas du tout au départ aussi, même sur la folie. Qu'est-ce que la folie d'Hamlet? Est-ce qu'il y a une folie d'ailleurs chez Hamlet? Donc c'est vraiment du travail. Et vous disiez qu'on a changé, oui, il y a une semaine, un petit peu l'abrication. Mais c'est ça qui a été super, c'est qu'on a pu traverser un peu aussi Hamlet de façon très formelle et de voir comment ça se déroulait. Et en fait, en déconstruisant, Mathilde a trouvé des choses hyper intéressantes, je trouve, d'Hamlet qui vont ressortir, et notamment sur la folie et sur ce montage que tu fais avec Emmaes. Vous intervenez sur la partie d'Hamlet? Que sur la partie d'Hamlet. Et vous sur la première? C'est-à-dire que les acteurs se rencontrent, enfin il y a d'autres acteurs, puisque la distribution est celle de l'Académie. En fait, l'idée, c'est que donc, dans ces 3 parties, Emma Santos est seule à porter le texte. Moi, je voulais vraiment que ce soit un espace où on ne soit vraiment que dans du monologue et dans une écriture de l'intime, donc que ça traverse une seule personne, donc ça, c'est Marianne qui le porte. Et pendant qu'elle dit, en fait, qu'elle raconte cette histoire-là, il y a une grande toile bleue qui est inspirée de Rothko, qui est posée comme ça sur le plateau et qui est recouverte d'une matière qui pourrait faire penser à de la matière fécale. Donc le spectateur ne voit pas le bleu, en fait, en dessous. Et puis, il y a 4 acteurs qui viennent et qui nettoient comme ça cette toile et qui, petit à petit, au fur et à mesure de l'acte d'écriture d'Emma Santos, révèlent le bleu. Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, la toile se lève et on va retrouver ces acteurs transformés, donc, qui vont traverser Hamlet. Et là, on a les 6 autres acteurs et actrices au plateau. Et Marianne qui, effectivement, va comme lever cette toile et de temps en temps apparaître comme ça, comme une espèce de réminiscence de la première partie. Et ensuite, on clôt la deuxième partie, donc Hamlet. Et là, le film que j'ai réalisé avec ma grande-tante Alors comment ça justement, c'est une vie, donc la grande-tante s'appelle Martine. Oui, c'est ça. Et vous avez, je crois que vous avez retrouvé des images d'elle. Oui, exactement. C'est ça l'histoire, en fait, où elle n'avait jamais la même tête finalement. Exactement. En fait, il y a eu tout un processus parce qu'évidemment, une personne extérieure qui n'a absolument pas l'habitude du plateau, qui ne vient pas du tout de là, il faut déjà l'apprivoiser et voir comment est-ce qu'on peut travailler avec elle. Donc ça, c'est tout l'enjeu du documentaire aussi. Donc j'ai fait à peu près tous les mois, je suis allée, parce qu'elle vit en Suisse, donc je suis allée en Suisse et on a discuté beaucoup. Je l'ai enregistré de manière d'abord audio, puis ensuite filmique, puis on est allé se balader, elle m'a raconté sa vie, etc., etc. Et puis à un moment donné, en fait, c'est drôle parce que c'est arrivé très à la fin de ce processus-là avec elle. Je lui ai dit, mais est-ce que tu n'auras pas des photos de toi quand tu es enfant? Parce que je t'ai jamais vue enfant, quoi, en photo. Puis elle me dit, oui, je sais pas. Et donc, on avait pris un dernier rendez-vous, et puis là, elle me sort un énorme dossier comme ça. Et puis elle me dit, je sais pas, peut-être ça peut t'intéresser. Donc j'ouvre ce dossier et je vois 55 portraits d'elle à tout âge de sa vie, donc vraiment de 4 ans et demi à maintenant. Et que sur ces portraits, elle a à chaque fois pas la même tête, mais vraiment comme une actrice de cinéma à qui on aurait mis une perruque, des autres lunettes, voilà. Et je me dis, mais ça, il faut que ce soit ça le matériau du film. Donc en fait, moi j'ai tout archivé chez moi, c'est-à-dire que j'ai tout mis dans l'ordre, quoi, parce que tout était dans le désordre, il y en avait qui n'avaient pas de date, etc. Donc j'ai essayé de reconstituer comme ça une vie, quoi. Et puis j'ai pris un plan de chaque portrait, et puis c'est ça qui constitue le montage avec sa voix en fait dessus. Voilà. Et donc là, au plateau, sans spoiler, Marianne, oui. Est-ce que vous faites dialoguer les comédiennes, les comédiens avec cette vidéo? Est-ce que cette vidéo, elle est diffusée dans un décor un peu Jean-Pierre Reynaud? Moi, je ne veux pas tout dévoiler, mais il y a quand même l'idée du carreau blanc et de la symétrie, donc qui induit inconsciemment la folie. En tout cas, un lieu un peu carcéral. Oui, en tout cas, on est parti de l'imaginaire d'un hôpital psychiatrique et après, on s'est questionné sur comment est-ce que cet espace pouvait un petit peu se déréaliser et devenir plus une installation, en fait, que juste une scénographie. Est-ce que... donc cette vidéo, j'essaie de suivre cette question-là,
elle est diffusée seule ou est-ce qu'elle intègre l'intervention de comédiens et de comédiennes? Elle est diffusée seule, dans le sens où c'est vraiment un matériau qui est à part, quoi, comme les autres parties d'ailleurs. Les parties, elles sont vraiment, pour moi, c'est vraiment des sections, c'est-à-dire qu'on rentre dans une partie, puis on en sort, et c'est la transition qui fait le lien. Donc en fait, la transition avec la vidéo, les acteurs et les actrices vont rester en réminiscence, c'est-à-dire que c'est pas comme une clôture de spectacle où on finirait par la vidéo. On se dit pas la vidéo et je sais pas, pourrait remplacer les acteurs. C'est vraiment comment les acteurs, à un moment donné, sont encore là, portent le plateau, et le focus est sur la vidéo. Et alors tout ça est au Vieux-Colombier. Vous êtes dans le décor. Vous avez votre décor, ça veut dire qu'on désinstalle concrètement. Hein. Normalement, au Vieux-Colombier, ce sont des séries, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alternance, donc il n'y a pas le système de Richelieu, que peut-être les gens qui nous regardent, qui nous écoutent connaissent, parce qu'on en a moult fois parlé, on l'a moult fois évoqué ici. Là, il n'y a pas d'alternance, donc ça veut dire concrètement qu'on défait le décor de 6 personnages en quête d'auteur, qui est la pièce actuellement jouée au Vieux-Colombier, mise en scène Marina Hans, et on met le vôtre, où vous vous intégrez là-dedans. C'est vraiment il y a vraiment le décor de Marina Hans qui va partir et le nôtre qui va arriver. La petite particularité, c'est qu'on a extrêmement peu de temps dans le décor, donc en fait on est en salle de répétition avec des leurres, et puis on travaille avec des leurres en fait. Vous êtes où ici? À Richelieu, donc là nous sommes dans le foyer des acteurs, j'aurais dû le dire dès le départ. Exactement. À Richelieu, donc vous répétez ici avec des leurres. Des scotch, des objets qui remplacent... Alors une chose qui s'appelle du très joli scotch. On répète avec quelque chose qui s'appelle... Non, mais ça m'intéresse parce que je ne connais pas de joli scotch. Vert, bleu, rayé. Ouais. On travaille avec ce qu'on appelle la Bauprobe, qui est une structure qui représente grosso modo l'espace scénographique. Et donc on travaille là-dedans, et puis au Vieux-Colombier, on aura 72 heures pour caler toute la lumière et tout ça. Donc c'est un grand travail de dessin mental prévisionnel, quoi. Mais voilà. Et pour les comédiens, même le placement. Alors ça, c'est vrai. Mais après, moi, je me dis que si on arrive à bien bosser en bas, où c'est vrai que c'est très sombre. En bas, c'est-à-dire ici, dans la salle de répétition à Richelieu, où c'est vrai que c'est très sombre, on n'a pas forcément le luxe d'avoir déjà le sol qu'on aura au Vieux-Co, etc. Mais j'espère que ça sera une bonne surprise d'arriver, du coup, d'avoir ce nouveau décor et que on aura été chargé en fait de toutes ces répétitions ici, et qu'en ayant le décor, ça soit un plus du coup qui nous aide et qui nous pousse vers des trucs encore plus intéressants. Ouais. Après, des fois, le fait de reculer ce moment-là, d'arriver dans la réalité aussi du plateau, c'est intéressant, parce que tout d'un coup, quand on lâche entre guillemets les acteurs et les actrices là-dedans, tout d'un coup, il y a des réactions vachement intéressantes. Et même vous, ça va peut-être changer votre perception. Je vais pas trop avoir le loisir, parce qu'en 72 heures, on va surtout être sur des questions de lumière et des choses très techniques. Donc moi, je suis en train de construire le spectacle avant, en fait. Donc je pense qu'on va pas beaucoup changer. Mais en revanche, je pense que sur les corps, ça va être intéressant. Cette académie, donc cette espèce de petite troupe dans la troupe, où vous suivez depuis plusieurs mois, depuis 10 mois. Là, vous retrouvez vos camarades dans leurs fonctions. Vous êtes tous dans vos fonctions respectives et vous avez tous à travailler sur ce projet-là commun. Est-ce que ça change la donne dans les rapports que vous avez? Parce que, par exemple, la costumière, elle faisait son travail, vous faisiez le vôtre sur des productions qui étaient beaucoup plus grandes et qui, finalement, concernaient... C'est vrai que pour les comédiens... C'est le spectre de l'académie, là, c'est pas le cas. Non, mais là, vous êtes entre vous. Oui, ça, c'est assez chouette, parce que c'est vrai que comédien-comédienne, on s'est quand même beaucoup croisés. Mais par exemple, je pense à Dimitri, qui est scénographe à l'académie. Ça a été hyper agréable de pouvoir le voir beaucoup plus. Vous l'avez vu travailler, en fait. C'est ça, et puis même il est avec nous, il est souvent avec Mathilde, il a un œil hyper juste aussi sur la scéno, où il dit ça peut changer aussi les choses de mise en scène. Je sais que vous discutez beaucoup ensemble, et ça c'était hyper agréable de pouvoir travailler avec lui surtout de le voir plus souvent. Et pareil pour les costumes ou le son avec Anya qui est avec nous tous les jours sur les répètes. Donc c'est vrai que c'est cool. La conceptrice son. Exactement. Vous avez utilisé, donc vous dites que vous avez fait fabriquer, parce qu'ici il y a un certain nombre de métiers d'art. Vous avez réutilisé des choses, vous avez dû gérer un budget. Ah oui. La réalité pragmatique de la vie. Ça c'est normal, quoi. De toute façon ça va être ça tout le temps. Donc qu'est-ce que la Comédie Française met à disposition de l'Académie
pour ce spectacle? Eh ben, elle met à disposition un budget relativement petit et après on travaille en fait avec ce qu'il y a ici aussi, donc c'est-à-dire qu'il y a un grand stock de costumes par exemple. Là on a fait fabriquer deux tenues et puis il y a évidemment la main d'œuvre en atelier pour nous dans notre budget est gratuite, donc en fait on peut utiliser pour le coup les ateliers. Et en gros, là, parce que le scénographe avec qui on travaille, et moi d'ailleurs, on a un intérêt sur le fait de récupérer des décors et de se dire comment est-ce que les décors peuvent avoir une deuxième vie sur une conscience écologique aussi. Et donc là, il y avait un décor qui est un ancien décor d'Éric Ruff de Fanny Alexandre, qui était mise en scène par Julie Déliquet. Et en fait, ce décor allait partir dans une ressourcerie et on l'a récupéré pour nous. Et donc, les ateliers l'ont démonté en partie, puis repeint, puis remonté, pour créer du coup cette nouvelle scéno. Donc ça, on est hyper content de cette chose-là. Et puis sur la toile, ça c'est vraiment une chose qui est créée sur mesure ici, avec les peintres des ateliers qui sont merveilleux. À Sarcelles, exactement. Et qui nous ont créé une toile bleue absolument magnifique. Voilà. Alors, le 16 et le 17 juillet, au Théâtre du Vieux-Colombier, 19h, 20h30. Je crois que c'est 19h et 20h30. C'est ça. Vous avez encore un peu de temps, mais alors vraiment même beaucoup de temps en réalité. Il vous reste... 2 semaines et demie. Ça va aller vite quand même. J'aime bien dire ça à chaque fois. Quand je dis il vous reste du temps, il y a toujours une espèce de vague d'anxiété dans les regards des gens. Et voilà, j'en joue avec beaucoup d'amitié. Écoutez, ça s'appelle... Est-ce que ça s'appelle Hamlet, M.A.S. Non, ça s'appelle Hamlet, M.A.S. et Martine, ou M.A.S. Hamlet et Martine. Exactement. D'après Hamlet de William Shakespeare. Et J'ai tué M.A.S. d'Emma Santos, adaptation mise en scène et vidéo Mathilde Weber, avec les académiciens de la Comédie Française. Je vais tous les citer. Pierre-Victor Cabrol, dit Peyo, Alexis Debieuvre, ici présent, Élodie Laurent, Elric Leperc, Victor Kirillov, Marianne Stegal, ici présente, Léna Tournier-Bernard et Martine Moulin, qui est un personnage, dans cette histoire, avec la voix de Denis Podalides, qui joue, je ne dis rien, je ne spoilerai pas davantage, et je crois le regard de Serge Bagdasarian. Absolument, qui est du coup un acteur sociétaire de la troupe, et qui nous a fait l'amitié de venir, qui continue à venir voir des répétitions et qui me fait des retours sur le travail. Métier de regardeur. Tout à fait. Donc les 16 et 17 juillet au Théâtre du Vieux-Colombier. Merde. Et puis bon été à toutes et à tous. À bientôt. Merci. Merci.